Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, c'est cool, vous êtes en vacances toute l'année là? Ah ouais, c'est cool, on est en vacances toute l'année, ouais. Venez tester nos vacances. C'est pour ça qu'on fait ce voyage, c'est pour rencontrer des gens, mais des gens qui vivent là où on voyage. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire tous les sites touristiques et de voir le pays d'un œil seulement touristique. Il est clair que les choix qu'on a fait ici sont pas faits pour tout, sont pas faits pour tout le monde. Il y a des gens qui s'y retrouveraient pas. On est dans une situation parfois inconfortable. La pédagogie active, c'est une pédagogie où en fait l'enfant est au cœur de ses apprentissages. Si tu regardes du début à la fin, tu dis oh, c'est un peu infaisable. Et en fait, faut sectionner un peu et puis après te dire ah ouais tiens on est déjà là, mais en fait ah oui là il y avait 200 km, on les a déjà fait. Financièrement, comment est-ce que vous faites sur le voyage? Bon, Voilà. on commence par les enfants. Alors, comment tu t'appelles? Maya, Maya, t'as quel âge? 10 ans, 10 ans, cool. Alors, c'est comment le voyage? c'est bien. C'est bien? C'est quoi que tu préfères? J'aime bien faire du vélo. T'aimes bien faire du vélo? Ah bah, heureusement, c'est cool ça. Cool. Ta petite sœur? Comment tu t'appelles? Soléa, Soléa. Tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Et toi, qu'est-ce que t'aimes dans le voyage? Pédaler. Comment? Pédaler. Pédaler. Waouh. Et c'est tout, il y a d'autres trucs que t'aimes bien. Est-ce que t'aimes bien quand on rencontre des gens? Oui. T'aimes bien quand on se baigne dans les piscines, des cénotes ou dans la Oui. mer? Ah. Oui, moi aussi. Toi aussi? Toi aussi? Alors, toi, tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Comment tu t'appelles? Maëlle. Maëlle. Waouh. Et toi, tu aimes le voyage? Oui, c'est cool. Est-ce que tu pédales, toi? Oui. T'as un Oui. vélo? T'as un vélo? C'est vrai, tu voudras le montrer après? Oui? Et ici on a Yunai qui a 2 ans et demi, Waouh. qui lui ne pédale pas. Non, il pédale pas? Non, pas encore. C'est pas vrai. Cool. Tu dis coucou? Alors du coup, il... Coucou. Comment ça se passe du coup pour lui? Alors lui il est soit dans la remorque, D'accord. soit à l'avant de mon vélo, j'ai une petite selle. Ok. Du coup il a 2 possibilités. Cette selle et cette remorque il la partage avec son frère de 4 ans. Et Maëlle, est-ce que toi tu veux expliquer pourquoi t'es le plus chanceux sur le vélo? Ouais, tu me montres. Où est-ce que toi tu peux te mettre? Tu me montres? Là, tu peux me mettre. Là, tu peux me mettre. Là. Et là. Voilà. Trop cool. T'as 3 places toi? 3 places, 3 places? même 4, parce que qu'est-ce qu'on peut 4? faire avec le vélo? Soit on peut l'accrocher. Et toi, tu peux détacher. Voilà. Waouh. Aussi. Et, Tu peux choisir. On va montrer après. Même et c'est quoi la place que tu préfères? le vélo. Le vélo? C'est vrai? Tout seul ou avec maman? Tout seul. Tout seul. Tout seul. Ouais. Est-ce que c'est ton premier voyage? Non. Non. Qu'est-ce que t'as déjà fait comme voyage? Ouais, c'est tout. 4 ans là-bas. Quand j'avais 4 ans et que mon papa et ma maman on est partis en voyage à vélo et ma petite sœur elle avait 2 ans. Et vous étiez parti où? En Asie. En Asie? Waouh. Vous aviez fait combien de kilomètres, tu te souviens? Non? Papa? 7543 pour être précis. 7543 km à vélo? Ouais. En 7 mois et 7 demi. mois et demi. Et que à vélo? Ça c'est tous les kilomètres faits en vélo. Ouais. Donc on a pris l'avion parce qu'on a été en Nouvelle-Zélande, on a été 5 mois en Asie puis 1 mois et demi en Europe. Mais ça c'est le nombre de kilomètres qu'on a fait en vélo. Ouais. Ok. Waouh. Et les filles à cette époque étaient donc dans cette remorque là. Ok. En combien de temps? 7 mois et demi. Ok, donc là les filles elles n'avaient pas pédalé. Non. Voilà, c'est ça. Ok. J'avais l'âge des garçons en fait. Donc du coup on savait que cette remorque convenait pour des enfants de 4 et 2 ans et que normalement ça devait le faire. Quoi. Mais là on a rajouté les options qu'ils puissent pédaler, parce que comme ils voient ses grandes sœurs qui pédalent, Ouais. on s'est dit que ce serait une bonne chose. Qu'ils Ok. puissent pédaler. Et puis il a su faire du vélo à 2 roues 1 mois et demi avant de partir. Et on lui a dit, tu sais Maëlle, toi tu seras dans la remorque.
C'est une blague. On s'est dit bon, après réflexion, discussion, on s'est dit une semaine avant de partir, on s'est dit bon ben on va lui commander un vélo. Ah ouais, une semaine avant de Une partir. semaine avant de partir, on s'est dit ok on change ce qu'on avait pensé et du coup on lui a commandé un vélo qui est arrivé la veille de notre départ. Le vélo il est arrivé le jeudi à 16h30 et on partait le vendredi à 9h du matin. Enfin 9h du matin l'avion décollait. Donc on Ah ouais. Et donc il n'y a pas eu de test, rien quasiment. Non, pas, non. Il avait même pas encore vu son vélo. C'est vrai. Ah non, on l'a découvert à Montréal. Ouais. Cool. Moi c'est Céline, j'ai 34 ans et donc on est originaire de Belgique, enfin on vit en Belgique et on est tous les deux un site primaire. Ok. Ouais. Moi c'est Quentin, je viens d'avoir 36 ans. Je suis français d'origine, ça fait 15 ans que je suis en Belgique. Et voilà, on est tous les deux enseignants primaires. Et voilà, on a décidé de faire ce voyage, de faire une pause de 1 an et demi, 2 ans. Pour faire 1 an et demi, 2 ans de voyage avec nos 4 enfants. Alors, ça n'a pas été 1 an et demi, 2 ans de voyage à vélo. On est donc parti à 6 ans en vélo, déjà 7 mois et demi. Et là, l'année passée, on était en van et tente de toit en Europe. On était jusqu'en Turquie, on est revenu. Et puis, on avait d'abord posé 1 an de congé. En ayant derrière la tête de se dire, bah, si ça nous plaît, si on est toujours bien, si le financier, si les enfants, si tout s'aligne, pourquoi pas continuer. Et du coup, ben voilà, on entame une deuxième année de pause carrière. Et là, on a commencé il y a 3 mois un voyage à vélo. Et on verra combien de temps il va durer. Vous n'avez pas de date Non, disons qu'on a comme impératif d'être rentré fin août de l'année prochaine. 2024. Voilà, pour faire la rentrée scolaire 2024. Mais on pense rentrer en Europe entre février et mai. Ok. Pour se réacclimater, on a aussi d'autres projets en cours qui nous demandent d'être en Belgique. Donc, Et l'itinéraire, ça serait quoi un peu l'idée? Là, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors là, on est parti donc, de Montréal. On est descendu aux États-Unis, on a été jusqu'à New York, puis on est remonté un petit peu dans le Connecticut et Rhode Island. Sinon, après un avion, on est arrivé à Cancun, au Mexique. Là, on a roulé jusqu'à Mérida, et là, on retourne dans l'autre sens pour aller, on voudrait descendre jusqu'au Panama. Ok, jusqu'au Panama. Voilà, donc en passant par le Belize, le Guatemala, le Nicaragua, etc. Ok. Voilà, ça, c'est la grosse ligne de conduite. On verra si on s'y tient ou pas. Tout peut changer, c'est ça l'avantage, quoi. Oui, il n'y a rien qui est prévu. On a, à part le billet d'avion qu'on avait pris un an à l'avance, sinon au début on voulait aller jusqu'en Floride. Finalement on s'est dit, enfin, voilà, on s'écoute, on voit les rencontres, on voit comment on le sent, la température, les routes. Et comme rien n'est prévu, ben, on peut toujours changer, donc ça c'est cool. Puis comme on est 6, l'important pour nous c'est de passer des bons moments quand même. Donc c'est de bien s'écouter. Donc si jamais il y a un enfant, un adulte ou même qui est plus à l'aise dans cette façon de vivre, on change les plans puis on essaie de trouver un compromis pour que tout le monde soit en accord avec notre façon de vivre, quoi. Admettons qu'il y aurait un des enfants qui dirait qu'il veut arrêter, vous faites quoi? Et on a toujours, en fait, quand on est parti à 7 ans, 6 ans, on leur a pas posé la question. Elles avaient 2 et 4 ans, voilà, on part, c'est comme ça. Ici, elles ont 7 et 10, et donc elles pédalent aussi, ça c'est la différence. Et on s'est toujours dit que on allait les écouter, mais même les petits, hein, et que si jamais elles en ont marre de pédaler ou peu importe, on en discute et alors on réavise selon les besoins et les envies de chacun, quoi. Donc, tout est toujours possible. On peut poser le vélo, faire un bout en sac à dos, on peut reprendre un avion, on peut. Oui. On a toujours une tente de toit qui est en Europe, donc si jamais on se dit voilà, on a besoin de retrouver la famille, on retrouve la famille. Et puis si la météo ne permet pas d'être à l'aise en vélo, on peut repartir en tente de toit. Voilà, tout reste ouvert. Je ne suis pas énervé là-dessus. Du coup Maya, tu veux continuer de pédaler? Oui? Motivé? Oui. Trop motivé? Ça c'est cool. Wow. Il est quelle couleur? Vert. Tu aimes le vert? Tu montes la sonnette? Hop, tu t'en sers souvent? Ouais. Et tu l'as même décoré, non? Qu'est-ce que tu as mis comme décoration? Ah oui. Et puis les stickers de où on est passé aussi, les pistes cyclables qu'on a empruntées.
New York aussi. Et là aussi. Là aussi. Ah oui, oui, j'arrive. Ah oui. Là aussi, là. Ah oui. Là aussi, là. Là, là. D'accord. D'accord. Cool. Est-ce qu'il roule super vite, Maël, ton vélo? Oui. Il roule vite? C'est toi qui le fais rouler vite? Non? D'accord. C'est lui qui roule vite. Non, j'ai les boutons. Ah, t'as les boutons! D'accord. T'as des boutons super vitesse? Oui. Ça vous masse vraiment. Cool. Maya, tu veux nous montrer un peu ton vélo? T'as des super sacoches. Oui, bleu comme mon vélo. Ce vélo, je l'ai récupéré d'une amie qui a aussi fait un voyage à vélo. Et qu'après leur voyage à vélo, on est allé les visiter en France. Et il nous a vendu son vélo. D'accord. Et son petit frère, il a aussi donné un soleil à son vélo. Waouh. Ah oui, ils avaient fait quoi comme voyage? Ils sont allés jusqu'en Turquie. Et c'est là qu'on les a rencontrés, mais on était avec le van. D'accord. Ah oui, donc ils ont beaucoup voyagé ces vélos. Super. Il y a d'autres choses que tu veux nous montrer sur ton vélo? Une sacoche avant. D'accord. Je mets des trucs que je trouve. Là, il y a un bracelet que j'ai trouvé. Il y a ça. D'accord. Il y a un jeu cassé. Il y a des bulles. D'accord. Des petites affaires. C'est tes petites affaires, quoi. J'ai une note autocollant de gambettes. J'ai le Vermont. un autocollant où il y a écrit Stay Groovy. I love New York. La vie est belle. Alors, elle est belle, la vie? Ouais. Ça, c'est le vélo de ta sœur, Soléa. Oui, donc elle aussi, elle porte ses affaires. D'accord. Elle a quel âge, rappelle-moi? 7 ans, Et toi? 10 ans. Ok. Donc elle porte ses habits, son sac de couchage et son matelas. Sauf que là, sa sacoche est un peu cassée. Du coup, elle porte pas beaucoup de choses, mais voilà. D'accord. Elle aussi, elle a des stickers. Plus ou moins les mêmes que toi? Oui. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est quoi, celui-là? C'est notre stickers des 12 gambettes. Les 12 gambettes. Parce que... Est-ce que vous avez pas dit? Vous êtes les 12 gambettes, c'est ça? Les 12 gambettes. Voilà, on est les 12 gambettes. En fait, il y a 7 ans qu'on est parti. On se faisait appeler, c'était notre pseudo, si vous voulez, les 8 gambettes à bicyclette. Ok. Et du coup, il y a beaucoup d'amis à nous qui ont continué à nous appeler les gambettes. Et puis, quand on a eu Maël, on est devenu les 10 gambettes. Et puis, forcément, quand on a eu Yunai, on est devenu les 12 gambettes. Ok. Et donc, dans un premier temps, dans ce voyage, on était les 12 gambettes en camionnette. Et là, on est les 12 gambettes À bicyclette. Ok. Quentin, tu veux nous expliquer un peu votre setup pour, en tout cas, le setup que toi tu tractes? Ouais. Alors, moi ici, donc les deux vélos adultes, comme on a changé les plans un petit peu à la dernière minute, on les a achetés aussi un peu à la dernière minute, on les a commandés en fait à Montréal, ce qui nous permettait de ne pas les mettre dans l'avion. Et donc, comme on était en panne avant, on s'est dit que acheter les vélos avant, sachant qu'on n'en avait pas, pour le voyage, ça ne servait à rien. Donc on les a achetés directement à Montréal pour commencer le voyage de là. Moi j'ai 4 grandes sacoches. Dans mes sacoches arrière, il y en a une où j'ai toutes les vestes, vêtements chauds. Voilà, c'est essentiellement ça. Ça prend beaucoup de place. C'est pas forcément très lourd, mais ça prend beaucoup de place. Dans l'autre, j'ai les sacs de vêtements de toute la famille, sauf des filles qui portent les leurs. Donc ça aussi, ça prend quand même de la place. À l'avant, j'ai une sacoche avec tout le matériel électronique. Donc, les powerbanks, on a un drone aussi donc, qui est dedans, tout le matériel de réparation qui on espère restera là et ne sera pas trop utilisé. Et puis dans une autre sacoche, là elle est vide parce qu'on s'en est servi, j'ai tout ce qui est cuisine, donc les casseroles, les couverts, etc. ainsi que le réchaud essence et aussi le porte-bébé qui est dedans. En plus de ça,
À l'arrière ici, j'ai un gros boudin jaune. Il n'est pas là parce que dedans il y a tous les sacs de couchage et matelas. Donc ça aussi c'est volumineux. Et puis après on arrive sur la remorque. Dans la remorque, généralement j'ai 1 ou 2 enfants. Et là-dedans il y a un coffre dans lequel on met aussi les affaires, notamment le petit sac à dos qu'on emporte si on doit faire une petite course ou quoi. Et puis ici on achète des grosses bouteilles d'eau au Mexique. Souvent on les met aussi dans la remorque. Donc, Ok. Des bouteilles de 20 litres? on ne prend pas des bouteilles de 20 litres, on prend des bouteilles de 5 ou 10 litres. Ok. Et vous, chez les La bouteille de 20 litres, elle ne rentre pas dans le passage du coffre. Alors, Ok. du coup, voilà, parce que mine de rien, à 6, avec les températures comme on est ici, on consomme pas mal d'eau. Parfois, on fait des étapes dans la journée de 15 km. 15 km, il faut savoir, pour nous, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Ouais, plus 1 heure et demie d'ailleurs. Donc, où on ne va pas rencontrer de village. Et dans ces cas-là, il faut qu'on ait suffisamment d'eau pour pouvoir pas être. C'est plus l'eau que la sacoche avec les bichons. Ouais, c'est ça. En fait, à dire vrai, la sacoche avec les habits chauds, même, on a tous les sacs de couchage. Des fois, on se dit, mais pourquoi on les a pris en fait? Parce que on n'a pas vraiment l'utilité. Après, on se dit, quand on sera au Guatemala, on aimerait bien faire l'ascension d'un volcan. Là, les températures vont être plus fraîches, donc on sera peut-être content d'avoir un bon pull. Et plus vous allez arriver vers octobre-novembre, plus les nuits vont être fraîches. Voilà. Les soirées. Donc, tout à fait. Tu peux nous montrer le coffre que tu disais? À quel endroit vous mettez la tente? Donc, ici, il y a le coffre. En fait, si on regarde, il y a toutes les destinations qu'on a fait. Donc, il y a le premier voyage. Et puis le deuxième, j'ai pas encore mis celui du Mexique. Ok. Mais à venir. Normalement, ça va juste remplir toute la place au final. Et donc dans ce coffre, mais voilà, c'est un peu le bazar, quoi. Mais c'est un coffre qui est assez profond. Ok. Il y a aussi la bassine pour faire tout ce qui est lessive, petit bain, petite douche. Et Bah, c'est une pliable du coup. Ouais. Bon, ça prend pas énormément de place, hein, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Il y a l'antivol, des choses comme ça. Ok. Ici j'ai 2 roues supplémentaires. J'ai une autre roue aussi pour le vélo 20 pouces. Enfin, voilà, du matos aussi de réparation. Quoi. Ok. Ok. Bah, merci. Céline, tu veux nous montrer ton setup à toi? Oui, alors. Donc moi ça a changé dernière minute. À la base, j'allais prendre le tandem avec lequel on est parti il y a 6 ans, et avec Soléa devant. Et puis Soléa, en fait, on a vu qu'elle pédalait quand même bien en empruntant le vélo des copains. Puis moi j'avais un peu peur que ce vélo il soit vachement lourd et difficile à manœuvrer. Et du coup, même pas un mois avant, on s'est dit ok, on change. Soléa prend son propre vélo, moi je prends un vélo normal. Ok, on a contacté Montréal ou Quentin qu'on avait son vélo pour voir s'il y en avait un. Oui, ok, bon du coup on a vraiment changé dernière minute. Et je suis très contente de mon vélo. Alors moi, ici j'ai 2 grandes sacoches pour la nourriture, le stock de nourriture. Voilà. Et puis ici il y a un boudin vert qui se met dans lequel il y a la tente. Voilà. Et dans mes petites sacoches avant, ici j'ai tout ce qui est serviettes, trousse de toilette, trousse à pharmacie. Et là on a les jeux, quelques jeux de société qu'on a, les crayons, quelques petites choses pour travailler pour les enfants, pour dessiner, etc. Et voilà, c'est tout. Ah, et C'est 4 sacoches toi aussi. J'ai 4 sacoches, plus le boudin. Et alors petite sacoche alors. Ouais, là c'est des petites. D'accord. Et ici, on a le système Follow Me avec lequel je peux approcher Maël et que je peux détacher. Et voilà, et alors je le raccroche comme ceci. C'est vachement pratique parce que on est content, même si parfois on se dit qu'il pédale pas beaucoup, ça lui permet quand même d'avoir cette opportunité. De se dépenser C'est ça. Dépenser, de. Plus investi aussi dans Comme tout le monde. voilà, dans le Ouais, de faire voyage. comme les grandes sœurs. Et puis il va grandir encore, et donc voilà, il pédalera de plus en plus. On voit, il pédale déjà. Ça, c'est en gros, cette partie-là, elle n'était pas indispensable. On aurait pu faire 100. Parce qu'au final, ce système-là, ça pèse 5 kg. Le vélo de Maël, il pèse 6 kg. Donc ça rajoute quand même une dizaine de kilos. Plus Maël qui va dessus. Pour Céline, ça rajoute une charge. Donc c'est. C'était un peu plus de niveau confort, quoi. Mais c'est aussi, c'est l'opportunité de pouvoir être actif et de même s'il pédale pas pendant la journée ou pédaler le soir quand on arrive. Faire comme les grands, en fait. Oui, parce que sans ça, techniquement, vous ne pouviez pas prendre le vélo.
Il aurait Ouais, pas c'est pu ça. t'étaler tout le temps, toi tu pouvais pas le Exactement. rajouter derrière sur la... Est-ce que vous savez plus ou moins de kilos que vous avez chacun? Ouais, J'avais pesé, Quentin a tout pesé chez un. Quand on est arrivé une fois qu'on s'est posé. Chez un poseur? Non, chez un warm shower avec la balance. C'est vrai que on se dit qu'on a beaucoup et à la fois on n'a pas des masses. On doit vraiment trier les vêtements. On a chacun, enfin, on a fait des petits sacs. Il est presque rempli, mais voilà, Soléa, là, bon, il lui manque peut-être 2-3 trucs, mais on a des petits sacs de vêtements à peu près chacun comme ça, quoi. Plus le pull et le manteau. Mais c'est 4 shorts, un pantalon, 3 t-shirts et un pull, quoi. Est-ce que depuis le début du voyage, il y a des choses que vous aviez emportées dont vous vous êtes délesté? Ou à contrario, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas prises et que vous avez dû rajouter parce que vous vous êtes rendu compte que ça vous manquait? Alors, au Canada, au bout de 2 semaines, là, bon, on était c'était assez vallonné, on va dire. Et on était là, mais on n'avançait pas, on se dit, mais c'est pas possible, on a trop. Donc, on a fait un premier tri. Donc, on a enlevé chacun un short, un t-shirt à peu près. Ok. C'est pas énorme, mais à la fois autant, ça fait quand même du poids et de la... Donc, on a quand même fait un tri. On a renvoyé aussi un peu de matos de réparation parce qu'on avait pris énormément. Ok. Là, on a un peu moins. Et alors, des choses qui nous ont manqué, il y a des vêtements, il n'y a rien à faire. Voilà, on met quasi tout le temps les mêmes choses. Donc, il y a déjà un short ou deux qui sont déchirés, un maillot de bain, donc on a remplacé. Mais sinon, il n'y a rien qui nous a... On avait déjà l'expérience du vélo, donc on savait ce qu'on avait besoin ou pas. Et voilà. Et est-ce que, Pardon, par vas-y. rapport justement à votre première expérience, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez embarquées? Ça, c'est peut-être des questions aussi que les gens qui voudraient faire pareil pourraient se poser. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez pris où vous avez dit non, on n'aurait vraiment pas dû prendre ça? C'était un peu... Enfin, moi, je sais quand je lisais je me formais pour partir pour Compostelle, au niveau de mon sac, on dit souvent qu'on embarque nos peurs et du coup, on a tendance toujours la première fois à partir avec trop. Est-ce que la première fois, il y a des choses avec lesquelles vous êtes partis où vous avez dit non, vraiment, on n'aurait pas dû? Et bah, franchement, on nous a déjà posé la question et on s'est déjà posé la question en disant est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et non. On avait moins qu'ici, je pense. Ici, là, les enfants, à l'époque, ils n'avaient qu'une paire de crocs. Là, ils ont 3 paires de chaussures. Enfin, on en a racheté. Genre, on avait des claquettes, des crocs, une paire de chaussures. On a plus quand même, j'ai l'impression. Enfin, plus. Ouais. Bah, plus parce qu'on est 6. Vous avez la possibilité aussi. Ouais. On se sert de tout. Allez, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pris un drone, mais en fait, je me rends compte que je sers pas beaucoup. Donc, du coup, voilà, ça serait un truc qu'on pourrait enlever. On a pris une grande casserole, mais en fait, sur le petit réchaud, met du temps à chauffer. Donc, ça, par exemple, on pourrait s'en séparer. Ça fait tout, hein. Ouais, les affaires chaudes, quoi. Mais le jour où il va faire froid, on en aura besoin. Et quand vous allez monter en haut du volcan, autant les duvets, c'est pas utile parce que c'est fourni, autant les affaires chaudes, c'est vraiment pas trop. On se dit, puis en fait, peut-être dans le plan, on se disait à un moment qu'on allait peut-être rentrer par l'Europe. Si on rentre par l'Europe, ce serait genre en février. On se disait peut-être remonter l'Espagne et la France. Bah, en février-mars, il fera frais, donc on sera content d'avoir une veste et un pull. Donc voilà. Du coup, tu allaites toujours, c'est plus facile pour l'alimentation. Après, ils mangent exactement comme nous. Okay. Mais c'est vrai que là, voilà, ça s'est prolongé. Et puis là, en voyage, on n'est pas stressé, on n'a pas de, on dort comme on veut, et donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça aide parfois pour les petits chagrins. Tu peux lui donner l'attention qu'il a besoin. Exactement. On en profite jusqu'au bout. Dernier détail de votre installation, vous voulez nous montrer un peu votre tente? Ouais. Allez. Donc voilà notre maison qu'on transporte tout le temps. Alors pour nous c'est super spacieux. Donc c'est une tente, elle fait... Alors ici on n'a pas mis la bâche de pluie parce qu'en fait il fait trop chaud. Donc, et puis comme on a un toit, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est une tente qui est prévue pour 6. Il faut savoir que quand on est parti pendant 9 mois en van, on dormait tous les 6 dans une tente de toit qui faisait 2 mètres sur 2 mètres 10. Ici, ça fait plutôt 3 mètres sur 3 mètres et demi. Donc en fait, on a plus d'espace que quand on était en van. Donc voilà, on a chacun des matelas. Ça va du grand matelas ici, qui est pour moi, au matelas pour le petit, qui est du coup petit. Voilà, du coup, on dort toujours tous ensemble. On est content parce que autant au premier voyage, quand on était en Asie, on a fait beaucoup de guest house. Donc, la tente, on s'en est servi beaucoup en Nouvelle-Zélande et en Europe, mais pas tant pendant les 5 mois d'Asie. Autant ici,
quasiment une nuit sur deux, voire 2 nuits sur 3, même plus, on dort dans notre tente. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'ici, elle est autoportante. Du coup, voilà, là, on est sur du gravier, ça pose pas de problème. Si on est sur une dalle en béton, ça pose pas de problème, ce qui nous permet parfois de se mettre, même en centre-ville, sous un abri ou quoi. Comment vous faites dans ce cas-là, du coup, Alors, pour savoir où vous voulez vous installer? Alors, quand on était au Canada et aux États-Unis, tous les soirs, on faisait du porte-à-porte. Donc, Céline était chargée, c'était sa mission du soir. Elle allait toquer chez les gens. Voilà, elle expliquait notre situation, notre voyage, elle présentait un peu la famille. Et puis, généralement, il fallait pas 3 maisons pour que les gens proposent leur jardin. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ce voyage, c'est pour rencontrer des gens, mais des gens qui vivent là où on voyage. Donc, l'idée, c'est pas forcément de faire tous les sites touristiques et de voir le pays d'un œil seulement touristique. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment vivent les gens, rencontrer ces gens, et échanger, parce qu'en fait, quand on dort dans le jardin, ce qui se passait souvent, bien heureux pour nous, c'est qu'on se retrouvait dans le jardin, et puis après les gens ils nous disaient, mais vous voulez boire quelque chose, mais si vous voulez aller à la toilette, vous pouvez, si vous voulez prendre une douche. Puis parfois, le simple venez dans le jardin se finissait par, mais si vous voulez, j'ai une chambre. Et puis, si je cuisine pour 4, je peux cuisiner pour 10. Du coup. Et du coup, parfois on échangeait, voilà, ou c'était le petit déjeuner ou des choses comme ça. Ouais. Ce qui fait que voilà, tous les soirs en Canada, États-Unis, on a fait ça. Et puis au Mexique, c'est un peu différent. Ici, quand on est dans les petits villages, parce qu'on passe par plein de petits villages mayas, là du coup, comme c'est moi qui parle espagnol, c'est moi qui suis chargé de mission. Je vais voir généralement à la police. J'explique notre situation, je demande est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait se mettre. Et donc, comme ça, on a dormi sur un terrain de foot. Ici, il y a beaucoup de terrains de basket qui sont couverts, donc ça, c'est pas mal. Parfois, il y a des porches en plein milieu de la place centrale, c'est déjà mis là aussi. C'est déjà mis derrière la cour d'une église, la cour d'une commune, enfin de la maison communale, le Palacio municipal. Donc voilà, ça fait qu'on fait pas les mêmes rencontres, mais voilà, en fait les gens, comme on est en plein cœur des villages, on est quand même amené à rencontrer les gens viennent discuter, sont intrigués, et puis on parle vraiment de tout. Parfois c'est une discussion très brève, puis parfois on parle éducation. On a rencontré comme ça un Mexicain qui avait un enfant autiste. Du coup on a parlé un petit peu de comment était géré ce genre de cas. Comme on est enseignant, ça nous touche et ça nous intéresse pas mal. Et puis voilà, plein de sujets divers qui sont super enrichissants, et à chaque fois qu'on a ces discussions, qu'on rencontre ces gens-là, on se dit mais ouais, en fait c'est pour ça que je viens, c'est pour ça que je voyage, pour voir comment ça se passe ailleurs, et puis voilà, voir comment on peut améliorer notre quotidien après en Belgique, ou se dire finalement en Belgique on a la chance d'avoir telle ou telle structure. Voilà. D'ailleurs, en Belgique, vous disiez que vous étiez enseignants tous les deux. Oui. On en a parlé en off. Comment ça se passe un peu votre boulot d'enseignant, et dans quel type d'école vous êtes? Alors nous, on travaille à Bruxelles, donc on travaille pour dans une école publique, mais c'est une école aux pédagogies actives. C'est une toute nouvelle école, du coup. Voilà, on est rentré dans cette école parce qu'on était intéressé par les pédagogies actives. Voilà, et en fait, c'est drôle parce que en partant en voyage, du coup, on est totalement là-dedans, mais un cran encore au-dessus. Donc, par les rencontres, on a rencontré beaucoup de gens qui faisaient du unschooling dans les voyageurs ou les expatriés. Et qu'est-ce que c'est une pédagogie active? Pédagogie active, c'est une pédagogie où en fait l'enfant est au cœur de ses apprentissages. On n'est plus dans le schéma où c'est l'enseignant qui a le savoir et qui le transmet, mais c'est l'enfant en fait qui a le savoir, et l'enseignant il est là pour l'aider à le trouver en fait. Et c'est une école publique. Et c'est une école publique, ce qui fait qu'on a une grande diversité d'un point de vue socio-culturel qui est très riche. En plus, ça fait des interactions qui sont super intéressantes. Alors, tout n'est pas rose.
ça reste une école publique qui est énorme. J'ai échangé avec la secrétaire qui me disait que là, il y avait 500 élèves en primaire. Donc c'est gros, c'est pas l'idéal, mais c'est en chemin vers l'idéal. Qu'est-ce qui est différent comparé à une école classique, par exemple? Alors, comparé à une école classique, par exemple, on n'a pas de devoirs, il n'y a pas de système de points, il n'y a pas de système de hiérarchisation. Les apprentissages, ils se font chacun à son rythme. Donc on va avoir des enfants qui vont, à la fin de la 3e maternelle, commencer à apprendre à lire. Et puis il y en a d'autres, l'apprentissage de la lecture, le déclic va se faire en fin de 2e, donc c'est l'équivalent CE1 en France. Voilà, souvent ce qui arrive, c'est ils ont des tâches à faire par rapport à un plan de travail qui va être personnalisé pour chaque enfant, ou plus ou moins. Et puis c'est chaque élève va être occupé à faire une tâche différente. Donc en fait, si tu rentres dans une classe, à un moment donné, bah, tu vas avoir l'impression que c'est un peu le bazar. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un enfant qui est occupé à écrire un texte, il y a un enfant qui est occupé à faire des maths, il y a un enfant qui est occupé à faire un exposé en histoire, il y a un enfant qui est occupé à faire une expérience, il y en a un autre qui est occupé à faire de la couture. Donc voilà, c'est pas facile à gérer en tant qu'enseignant parce que il faut trouver du temps pour chacun et c'est beaucoup plus facile d'être dans un système classique où tu dis voilà, on prend allez, pour stéréotyper, on prend le cahier de maths, page 19, vous avez une demi-heure pour faire la page et je la corrigerai ce soir chez moi, c'est sûr, c'est très très simple. Tout le monde a le même contrôle et puis voilà, on évalue tout le monde de la même façon. Je trouve que c'est pas un bon reflet de la société, donc voilà, nous on fait différemment. C'est quoi les avantages et les inconvénients, tu crois, de ce système pour l'instant, de ce que ce qui est très intéressant, c'est que en gros, l'idée d'un système scolaire comme ça, c'est de changer la mentalité des enfants et du coup des futurs adultes, de plus être dans la comparaison et dans la compétition, mais d'être dans l'entraide. Et on est persuadé et on le voit et c'est ce qu'on transmet à nos enfants, que la compétition ça peut être porteur, mais l'idée c'est pas d'écraser l'autre, l'idée c'est plutôt d'essayer ensemble d'aller le plus loin possible, c'est beaucoup plus enrichissant et que chacun peut apporter à la société, quoi. Donc nous on le voit au sein de notre famille, chacun nous apporte, chacun met sa pierre à l'édifice. Ça va des tâches très simples, hein, monter la tente, et ben, on monte jamais la tente seul. Bien souvent on la monte à 6. On n'a pas besoin de la monter à 6, mais on la monte à 6 parce que le petit va accrocher ça, les grandes elles vont mettre les arceaux, elles vont nous aider à planter, et voilà, et au final bah, tout le monde est plus satisfait et puis tout le monde a plus de reconnaissance sur voilà, on peut dormir là parce que tout le monde y a mis du sien. Donc voilà, en gros c'est un peu l'idée de nous, ce qu'on transmet dans nos écoles, que voilà, il faut que chacun y mette un peu du sien et on arrivera à mieux avancer, on ira plus loin ensemble, quoi. Les points négatifs que pour l'instant tu penses que... Nous, dans notre école, l'un des gros points négatifs, c'est la taille. C'est-à-dire, comme je disais, c'est une école publique. En Belgique, ça va de la 1re à la 6e. La 6e, c'est englobé dans le primaire. Et nous, c'est des doubles niveaux. Donc c'est 1re, 2e, 3e, 4e et 5e, 6e. Et donc, dans chaque double niveau, il y a 8 classes. Ce qui fait que y a beaucoup de choses qui se font en communiquant, en dialoguant et en échangeant, mais qu'avec une école aussi grosse, c'est pas toujours facile. Nous, en tant qu'enseignants, on est la plupart du temps seul avec 25 enfants, ou des fois on travaille avec un collègue, mais du coup on est 2 avec quasiment 50 enfants. Et que ça, c'est vraiment pas idéal d'avoir un groupe aussi gros, parce que c'est difficile de tout personnaliser, de tout... d'avoir du temps et vraiment d'avoir un temps d'écoute pour chaque enfant. On a rencontré pas mal de voyageurs qui se posaient des questions sur l'école en voyage ou l'école à la maison. Et on leur disait, bah, en fait, là c'est vraiment l'idéal. Vous êtes 1 ou 2 adultes pour 2, 3, 4 enfants. On n'a pas rencontré de famille de beaucoup plus. Donc voilà, le temps que vous consacrez, en fait, vous pouvez donner beaucoup plus de votre temps à vos enfants pour des apprentissages formel ou informel. Du coup, en tant qu'enseignant, vous pensez quoi de l'école à la maison, l'instruction en famille?
Ou du homeschooling? Venir. Non? Ben nous, en étant pourtant dans le métier, c'était une première depuis l'année dernière. Et c'est pas toujours évident pour du formel de les motiver parce que, ah non, voilà, parce qu'il n'y a pas l'émulsion de voir d'autres enfants qui travaillent. Alors qu'en classe, ben voilà, on se pose peut-être moins la question, il faut le faire, tout le monde le fait, ok, ils sont un peu motivés par ça. Mais c'est vrai qu'ici, on peut être beaucoup plus là pour eux. On peut leur montrer, ce matin, je montrais à Maëlle les noix de coco qui germaient, on a parlé de tout ça, on a parlé des poules, on a parlé de, voilà, la poule, elle fait quoi? Elle couve, oui, mais elle couve quoi? Un œuf qu'on mange? Et oui, mais les poussins, et donc on a parlé de tout ça, mais voilà, c'est du concret, on n'est pas dans un cahier. On peut, que ce soit sur la route ou juste chez nous à la maison, se permettre des sorties et vivre vraiment les apprentissages plutôt que... Et vivre les apprentissages comme on les rencontre et comme on se questionne, ou comment l'enfant se questionne, je veux dire, plutôt que, voilà, maintenant on va tous voir ça, alors que ça tombe comme ça du ciel. Donc, et puis ici, c'est vrai, comme disait Quentin, on est 2 adultes pour 2 ou 3 enfants, donc on est beaucoup plus là pour voir ce qui va, ce qui peut coincer, et directement rebondir pour pouvoir répondre à leurs questionnements et les faire avancer, quoi. Donc pour répondre à la question, moi je trouve que c'est pas toujours évident, mais comme c'est pas toujours être évident, c'est pas toujours évident quand on est institut en classe, mais c'est beaucoup plus, ça fait preuve de beaucoup plus d'ouverture pour nos enfants, et voilà. Et pour monsieur et madame tout le monde qui veulent faire l'instruction en famille, s'ils sont pas enseignants comme vous? C'est vrai qu'on a peut-être cette petite facilité parce qu'on sait où on doit aller. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de bouquins, de méthodes, de livres, de vidéos, de ressources, de groupes de parents pour pouvoir avoir les ressources nécessaires. Mais après aussi, je me dis qu'en tant que parent, on sait très bien, on voit ce que nos enfants ont besoin et on peut y répondre. Quand on demande « Ah, ça veut dire quoi ça ?» ou l'autre jour, Solaire, comment on pousse une mangue? Ok, on fait une recherche, on fait de la lecture, on écrit, 4 cm c'est quoi? Prends ta latte. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, pour le primaire, je me dis que voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. L'enfant a une question, on y répond et on peut explorer la question sous toutes les compétences possibles avec l'enfant. Tiens, et à l'école, vous êtes sur quel type de pédagogie? Alors nous, c'est les pédagogies actives, donc on utilise pas mal Freinet, Montessori, mais franchement, on fait un mix de... Et parfois, je ne sais pas s'il y a vraiment le nom de cette pédagogie, mais en fait, on teste quelque chose, on va dehors, voilà, on fait un mix et il n'y a pas une bonne ligne droite, on fait... Et chaque enseignant, même si on a des invariants à l'école, de choses qu'on s'est décidé, qu'on s'est fixé de tous faire, après chacun fait un peu son chemin et prend ce qu'il aime, ce qu'il sent, ce qu'avec le groupe classe ils sentent. Et puis. Et au niveau de l'éducation nationale, ça pose pas de problème en Belgique? Mais non, ici c'est même une école de la ville de Bruxelles, c'est un projet de la ville de Bruxelles, donc c'est cool. Quelque chose. En fait, c'est les compétences, du moment qu'on remplit les compétences et puis qu'on passe quand même les épreuves, que toutes les écoles, les épreuves certificatives, que toutes les écoles de la communauté française passent. Ils ont des examens bon. Quand même? Il y aura quand même à la fin, par exemple, de la 6e, donc de la 6e chez nous, le CEB qui est le certificat d'études de base. Donc, qui est l'équivalent du bac? Non, ici en primaire, donc à la fin de la 6e en France aussi. Oui. Ah oui. Le CEB, et en fait, peu importe dans une école à pédagogie active ou une école totalement classique, voilà, les enfants doivent passer ce CEB. Et voilà, après, le chemin par lequel tu chemines pour aller acquérir toutes ces compétences pour le passé, l'important c'est qu'il l'ait. Donc il y a quand même, nous on a quand même ça, donc c'est bien de faire, on fait plein de choses, de la couture et tout, mais il faut quand même qu'on arrive à la fin à ce que les enfants réussissent. En Belgique, pour quelqu'un qui fait l'école à la maison, comment il peut passer cet examen? Il doit s'inscrire, je sais pas s'il doit se rattacher à une école, j'avoue que j'ai pas trop, ça je sais pas trop, mais ils doivent aussi s'inscrire pour passer ce CEB. Et ils peuvent le passer. Voilà. Et ils peuvent le passer, oui, il y a pas mal de... À partir d'un certain âge. C'est ça, à partir d'un certain âge, pas obligé, ça peut être un an plus tôt, il y a le cheval qui arrive. Alors on a quand même préparé une petite liste de questions dont on n'a pas encore parlé jusque-là. On se demandait qu'est-ce qui vous avait le plus marqué dans l'aventure depuis que vous êtes repartis? Moi c'est incontestablement les filles, quoi. Oui. Elles ont 7 et 10 ans, on ne savait pas comment elles allaient vraiment réagir et comment elles pédalent, quoi. Elles sont impressionnantes, jamais elles se plaignent. On a fait des kilomètres et des kilomètres, on fait parfois des journées où c'est long, il fait chaud, ça monte, ça descend, il y a des routes pas toujours un peu dangereuses et tout. C'est impressionnant, moi c'est vraiment le truc, parfois je me dis mais qu'est-ce qu'on leur fait faire, mais elles se plaignent jamais, elles sont toujours au top, c'est vraiment ça.
C'est toujours dit que en fait des enfants, ça, fois les gens ont peur, mais les enfants ça s'adapte vraiment à toute situation. Et là on s'en rend d'autant plus compte, comme dit Céline, les filles, même Maëlle, même Yuna, ils sont dans la remorque, parfois il fait extrêmement chaud, parfois allez, passer quelques heures dans une remorque, c'est pas le truc le plus fun. Et franchement ils arrivent à créer leur univers pour que ce moment qui est un peu statique soit chouette. Les filles quand elles sont sur leur vélo, ouais, elles inventent plein de choses. Maya, elle raconte des histoires, tu la vois comme ça, raconter des trucs. Elles chantent, on écoute des musiques, elles font des acrobaties sur leur vélo. Là, dernièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on lit chacun on lit des bouquins et alors le lendemain, sur le vélo, on se raconte les chapitres. Ouais. Et on essaye, c'est vrai qu'on essaie, parfois c'est long, hein, même si elles se peinent pas, parfois c'est long. Et on essaie de trouver des petites activités sur le vélo. Et puis après aussi, on essaie de varier, de s'arrêter. Trouver des activités sympas pour elles, que ce soit piscine, pause pleine de jeux, pour un peu alterner, parce que c'est vrai que sinon, il faut qu'elles trouvent, enfin tous qu'ils trouvent du plaisir aussi. Oui. Ils aiment faire du vélo, mais les pauses et tout sympa. Trouver l'équilibre. Voilà, exact. Ce qu'on a beaucoup apprécié au Canada et aux États-Unis, c'est en fait c'est drôle parce que la plupart des Américains nous disent ici c'est pas bike friendly. Enfin, je voulais là, ma cousine, elle est américaine. On dit non mais la route pour venir chez moi c'est vraiment ici on n'est pas comme en Europe, c'est pas adapté pour le vélo. Et puis en fait on a croisé pas mal d'endroits où il y avait vraiment des pistes cyclables qui étaient juste magnifiques. Juste qu'ils ne les pratiquent pas. Ouais c'est ça. C'est juste que ouais c'est moins courant quand même. Après c'est clair qu'en Europe on est très chanceux parce qu'il y a un circuit qui est vraiment très très bien fait. Mais voilà, aux États-Unis il y a aussi. Ici, bah, évidemment, il n'y a pas vraiment de pistes cyclables. On a trouvé quelques-unes quand même. Ouais. Mais il y a des routes qui parfois sont désertiques. Donc en fait, sur ces routes-là, on peut se mettre limite les 4 vélos principaux, on va dire, les uns à côté des autres, discuter. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que quand on est sur des routes qui sont très passantes, où ça roule vite et tout, là on est obligé de rester en file indienne. Puis souvent là c'est un peu moins fun parce qu'il y a d'une part un peu la peur de l'environnement, de quelqu'un fait un écart ou quelque chose comme ça. Et puis il y a le côté sympa où tu peux moins discuter. Ouais. Ça, quoi. Mais... bon, la question qu'on va sans aucun doute nous poser, donc on va vous la poser. Financièrement, comment est-ce que vous faites pour le voyage? Alors là, on est en créditant, donc post-carrière. Donc on a chacun un petit montant d'euros de chômage. On a ça ne rembourse même pas notre crédit maison qu'on a toujours en Belgique. C'est équivalent à 400, on touche à peu près 400 € par personne. Ouais, c'est ça. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Oui. Il y a des pays où il n'y a même pas cette possibilité. On a des allocations familiales et après on a nos économies. Nous, on fait toujours attention à ce qu'on dépense. Enfin, pas vraiment attention, mais voilà. On s'habite de seconde main, on sait des choix qu'on fait, des choix qu'on pose, on économise, on n'a pas fait trop de travaux dans notre maison, on part en vacances, c'est toujours... oui, c'est un budget ce qui nous ressemble, mais c'est très simple et du coup on a su économiser. Donc là on vit sur nos économies. On a un copain par exemple qui a fait 10 mois de vélo aux États-Unis, il nous a dit tu vas voir, la vie aux États-Unis c'est extrêmement cher. Il dit si tu veux te loger, tu vas dans un motel, c'est minimum 80 $. Lui il était tout seul, nous on est à 6. À un moment on a demandé dans un motel, on était à plus de 200 $ pour nous 6 dans un motel qui était vraiment... qui donnait pas envie. Quoi. Parce qu'on devait prendre 2 chambres, etc. Sauf qu'en fait, les 2 mois qu'on a passé Canada et États-Unis, on n'a pas payé une seule nuit. Donc des fois tu mets des barrières ou quoi, et puis en fait tu as des bonnes surprises, et puis tu oses aller vers l'autre, comme on fait aux États-Unis. Oser aller vers l'autre, et ce qui te permet de, d'une part, faire des rencontres, dormir dans un lieu sympa, et d'un point de vue financier, faire quelques économies aussi. Quoi. Oui, en fait, tout dépend des choix que tu vas faire. Je me souviens quand nous, on voyageait aux États-Unis aussi, on faisait très attention à ce qu'on dépensait. On n'a pas pris une nuit de camping, je crois qu'on en a fait une. Et c'est ça, on allait vraiment, c'est arrivé qu'on dorme chez l'habitant, qu'on mette vraiment la caravane, on allait dans les fermes, on allait vraiment dans plein d'endroits où finalement notre budget États-Unis est vraiment resté très correct. On ne mangeait pas au restaurant, on faisait simplement nos courses, on cuisinait, on a fait ce qu'il fallait pour. Et au final, les États-Unis n'ont pas coûté si cher que ça, alors que je pense que ça aurait pu nous coûter peut-être 50 fois plus, quoi. Bien sûr. Donc, souvent, les gens, ils demandent ça. Ils se demandent, tiens, c'est quoi le budget d'un tour de monde en temps de toi? Et nous, souvent, à ça, on répond, en fait, ça dépend. C'est comme si tu disais, c'est quoi le budget pour vivre avec 4 enfants? En fait, ça dépend. Si tu habites à Bruxelles, si tu habites en Wallonie, si tu habites
si tous les soirs tu te fais des restos, si Tellement variable si qu'il n'y a t'achètes pas des de vêtements réponse, régulièrement, Il y a autant en de fait, réponses que de familles. exactement. Donc il faut que les gens prennent conscience qu'en fait, en voyage, comme C'est possible. comme en Une sédentaire, question de choix et de consommation. ouais, c'est ça. Alors, parce que du coup, il y a quand même plein de questions qui ont été répondues tout à l'heure quand on discutait. Combien de kilomètres est-ce que vous avez déjà parcouru? Et quelle est la moyenne à peu près Alors là, ça fait par jour? ça fait un peu moins de 3 mois qu'on est arrivé. On n'est pas parti tout de suite, on est parti au bout de 10 jours de Montréal. Et on a fait 1800 km. On Il y a des étapes. on roule pas tous les jours. Ouais, non, on roule pas tous les jours et les étapes, c'est entre 30 et 50 km. Ok. On a fait une journée à 70 km. C'est pas le C'est une journée. Mais c'est parce qu'il y avait des conditions qui faisaient que on devait se rendre à Mérida parce que Céline avait infection des oreilles, donc il fallait s'y rendre rapidement pour aller à l'hôpital. Et puis parfois, on fait des journées à 5-6 km parce que on a fait une rencontre et qu'on nous offre une nuit de camping ou qu'on va chez le copain d'un copain et que c'est l'opportunité. Là, Donc, c'est le 4 jours vraiment, que vous faites 0 km. Voilà. Voilà. Et pour revenir, Rattraper après. et pour revenir ici, on n'a pas fait tant de kilomètres que ça, donc Très variable. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais 1800 km, c'est impressionnant. Hein. c'est déjà pas mal, ouais. Surtout quand on pense que les petites gambettes, là, on les ont fait, quoi. C'est En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on planifie. Donc, en fait, quand on planifie, c'est un peu au jour le jour, ou sur 5 jours, sur une semaine, ou quelque chose comme ça. Et si tu regardes du début à la fin, tu te dis, oh, c'est un peu infaisable. Puis, en fait, faut sectionner un peu, et puis après te dire, ah ouais, tiens, on est déjà là. Mais en fait, ah oui, là, il y avait 200 km, on les a déjà fait. Ouais. En fait, petit à petit, ça va vite. Alors, c'est sûr que par rapport à des gens qui sont en couple ou seul à vélo, bah, on va beaucoup moins vite. Hein. À un moment, on avait croisé quelqu'un, on allait vers New York. Le gars, il nous dit, je suis parti il y a une semaine, ou je sais plus, de Montréal. Dans 2 jours, je suis à New York. Nous, ça faisait 3 semaines qu'on était en train de pédaler et il nous restait 2 C'est pas la même expérience non plus. Non, tout à fait. Tu viens Après, notre même voyage. avec un camping-car, c'est comme ça aussi. Ouais. Ouais. On croisait des gens qui traçaient, qui voulaient voir le plus Ouais. possible dans le temps qu'ils avaient, qui était imparti. C'est un parti, ouais. Et C'est sûr. Alors que nous, c'est vrai qu'on était très lent, même si on était sur véhicule. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup. Ça doit Et être c'est pareil. quelque chose qui n'est pas forcément évident, que ce soit en véhicule motorisé ou en vélo, c'est trouver un peu son rythme, se dire ok, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais pas assez vite, est-ce que là en fait j'aurais pas intérêt à me poser, parce que c'est aussi ça, c'est pas le but, c'est pas juste de faire du vélo, me poser, je me pose combien de jours, il faut réussir à trouver cet équilibre, être à l'écoute de tout le monde et puis Est-ce qu'au début, vous avez eu, comme beaucoup de voyageurs ont eu, ou comme nous aussi on est passé par là, mais comme souvent c'est revenu, un peu la folie du départ avec l'envie de voir plein de trucs et de faire peut-être un peu beaucoup parce que Ouais. c'est le début, il y a l'excitation et du Ouais. coup peut-être aller un peu plus loin que les limites que ce que finalement 3 mois plus tard aujourd'hui vous êtes plus dans... Ouais, bah, en van, on a eu ça aussi. On a eu un petit peu ça, et vélo aussi, où on avance, et puis tu dis oui, mais après, il faut aussi quoi le but. faire un jeu avec les enfants. Enfin, on en fait, hein, mais les laisser jouer, juste parfois rien faire, mais juste être cool. Et là c'est vrai qu'on C'est un on peu a souvent ce qu'on ralenti dit, un la petit différence peu. entre un voyage et des vacances. Oui. Des vacances, t'es sur 2, 3 semaines, 1 mois, mais il faut entre guillemets rentabiliser. Ici, des fois, en effet, quand tu es en voyage, quand tu commences, bah, tu es dans un rythme un peu vacances. En fait, tu peux pas tenir une cadence comme ça super longtemps. Et il faut prendre des temps aussi où entre guillemets, tu ne fais rien, où tu fais Que je te la donnerai, d'accord? pas grand chose Je crois. d'extraordinaire, entre guillemets. Mais en fait, c'est des moments qui sont géniaux. Tu vas prendre du temps, tu vas jouer au Playmobil avec les enfants, on va faire un jeu de société. Et c'est des moments qui sont très bien aussi. Si vous deviez lister 3 de vos plus beaux souvenirs du voyage, qu'est-ce que ce serait? À vélo, là? D'accord. Je rigole. C'était tous géniaux ou tous trop nuls? Ah, tout génial. En fait, quand on regarde, Quentin il écrit chaque jour un peu ce qu'on fait pour se remémorer. Et quand on re-regarde parfois ça, les photos, on se dit mais ouah, toutes ces rencontres. Moi je trouvais super, c'était Stellan quand on était dans le Connecticut là. Mhm. On a pris contact avec ceux qui s'occupent de la piste cyclable. Oui. Et en fait, Tous des bénévoles. tous des bénévoles qui travaillent et ils nous ont envoyé des conseils, etc. Et un jour, on
on a rencontré un monsieur sur le parking qui est venu nous parler, qui était en fait celui qui a créé cette grande piste cyclable à travers les États-Unis. Et on devait aller dormir chez quelqu'un et lui nous a dit mais non mais venez, j'habite au bord du lac, venez. Il a insisté, donc finalement au bout de quelques minutes on lui a donné toutes nos affaires et on a été chez lui, du coup pas chargé. Le lendemain on a repris la route et non, et quand on est arrivé chez lui en fait il y avait une grande montée. Et là, tout à coup, il y a une voiture qui s'arrêtait à côté. C'était une autre de l'organisation qui nous cherchait depuis quelques kilomètres, qui est venue parce qu'il y avait une montée. Donc, elle a dit je vais vous aider. Elle a embarqué. On l'avait jamais vue, mais on savait qui c'était. On lui a mis les 4 enfants dans la voiture, les vélos des enfants, et puis elle les a emmenés chez ce monsieur. Et nous, on a continué. Et en fait, pendant les 3 jours ou 4 jours qui ont suivi, on a recroisé ces bénévoles qui sont à un moment donné venus, enfin qui nous ont hébergés en fait, qui sont organisés pour nous héberger, qui sont venus nous chercher à un moment donné, qui nous ont cherché sur cette piste cyclable. Ils avaient prévu, ils avaient pris une boîte frigorifique dans laquelle ils avaient mis biscuits, boissons et tout ça. Parce qu'ils avaient mis sur la piste cyclable. Ils avaient écrit un message en disant pour vous, pour les 12 gambettes, pour que vous puissiez vous rafraîchir, etc. Bon, il s'avère qu'on n'a jamais trouvé cette boîte parce que voilà, parce qu'on les a appelés plus tôt et puis alors pour dire en fait on a été plus lent, on n'est que là, ils disent ok on va venir vous chercher. Donc en fait on s'est donné un petit point de rendez-vous sur la piste cyclable. Ils sont venus à 4 voitures nous chercher, ils nous ont ramené le frigo box, ils nous ont expliqué qu'ils l'avaient enfin c'était hallucinant. On s'est retrouvés dans une maison, et donc toutes ces chaînes d'élan de solidarité où Barbara est revenue plusieurs fois nous voir et vraiment, et ça c'était vraiment un souvenir, c'était assez incroyable. En fait le truc le plus marquant c'est les rencontres et les élans de générosité. On a vu ça aussi au Mexique où on se retrouve, on a envie de faire une pause parce que c'est le moment où ça tape bien dans la journée et puis il y a une sorte de parc aquatique. Du coup on s'arrête en disant ben voilà on va passer l'après-midi là. Et puis en fait, l'employé nous dit ok rentrez, mais il voulait pas qu'on paye parce que lui il fait du vélo aussi, donc ok on était sûr avec le patron et tout. Et puis au final il nous dit mais le parc il ferme à 18 h, mais si vous voulez vous pouvez mettre votre tente. Donc voilà, là-dessus le lendemain il commence à pleuvoir, le patron il vient nous voir, il nous dit non mais prenez pas la route, c'est pas utile, restez ici. Du coup, on reste, finalement, le ciel se dégage, mais bon, comme on était quand même bien... Donc, deuxième journée au parc aquatique, plein de toboggans et tout. Le soir au parc, il y a des gens qui viennent nous voir et puis qui nous disent, bah voilà, nous, parce que les gens cuisinent, enfin, il y a des barbecues et tout. Souvent. Ils disent, bah voilà, nous, on a fait trop de viande, si vous voulez, on vous la donne. Donc, on la prend, et puis là, il y a le patron qui vient, puis sa femme qui arrive, puis qui dit, mais venez manger à la maison. Du coup, on avait de la viande, du coup, on dit, bah ouais, il y a de la viande. Du coup, hop, on s'est retrouvé à manger chez le patron, et puis là, on a passé la soirée à échanger, à apprendre des choses sur le Mexique, sur la région, mais aussi sur la capitale, parce qu'il venait de là-bas. Et c'était juste super riche, et c'est le genre de trucs où tu te dis, bah voilà, là, c'est parce que j'ai été ouvert à ce genre de rencontres. Comme tu dis, c'est vraiment plus les rencontres, parce que oui, on a vu des beaux cénotes, on a vu des beaux endroits dans la nature, et ça reste gravé dans nos têtes, mais c'est plus ces rencontres. Le jour où on est sur la route, il commence à faire... Maya, là, ce jour-là, avait difficile, elle avait mal à la tête, il commence à faire tout gris, et là, il y a une voiture qui s'arrête, une dame qui me dit, mais il va y avoir un orage, je m'appelle Sandra, j'ai une maison sur le lac, venez chez moi. Ok, j'habite à 4 km, c'était pile sur la route, on est arrivé chez elle, finalement, il n'a pas plu, il n'y a pas eu d'orage avant le soir, on a fait du paddle toute l'après-midi sur le lac, on s'est baigné. L'après-midi, le soir, on a mangé ensemble, on a fait une soirée de jeux de société avec elle. C'était comme ça quoi, voilà, et en fait c'est plus vraiment ces rencontres, et c'est comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a choisi le vélo, parce que c'est clair parfois c'est difficile parce que on est éprouvé physiquement. Là on voit comparé au van où c'était facile, hein, tu es dans la voiture, climatisé s'il fait chaud, chauffage s'il fait froid, tu te reposes, t'as plus de confort. Ici il fait parfois ça monte, parfois il fait chaud, c'est parfois difficile, parfois on craque, parfois tu sais jamais vraiment où tu vas dormir. C'est parfois aussi un peu, pas une inquiétude, mais tu sais, tu dis oui, il faut trouver un endroit quand même safe pour toi et pour les enfants. Tu t'inquiètes aussi, c'est vrai que on s'inquiète aussi parfois pour les enfants de dire est-ce qu'ils vont suivre, est-ce que ça va aller. Des fois c'est dangereux, mais il n'y a rien à faire. Le vélo, on a déjà voyagé backpack, van. Le vélo, c'est vraiment pour les rencontres. T'es proche des gens, en fait. Parce que tu passes par tous les endroits où il n'y a pas forcément de touristes. Là, on a passé, je sais pas combien de villages où tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas de gens qui s'arrêtent. Et du coup, évidemment, ça amène la curiosité. Qu'est-ce qu'ils font là? Et du coup, franchement, parfois, c'est juste une petite discussion. Et puis, parfois, ça finit 2 jours chez les gens. Et puis, c'est vraiment ça qui nous... Des anecdotes, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, entre guillemets... C'est la magie du voyage.
Et à contrario, vas-y. Oui, est-ce que vous avez rencontré aussi des problèmes finalement depuis que vous êtes C'est quoi ça a été quoi les étapes difficiles que vous avez difficile, moi je pense que avoir dans le Vermont, là aux États-Unis, où ça montait fort, moi j'avais vraiment du mal avec les montées. J'ai craqué plus d'une fois en disant mais laisse tomber, enfin moi je vais arriver. Les filles ça allait, mais ouais, les montées, l'effort physique trop intense, et puis alors les routes où il y avait parfois des énormes camions là qui passaient à côté de ton enfant qui est super loin devant toi parce que tu as une pente et où tu t'inquiètes un peu pour eux. Mais finalement ça s'est jamais mal fini, ça a toujours bien été. Non. Après, vraiment, des mauvaises rencontres, on n'en a jamais faites. On n'a jamais eu vraiment de gros trucs. Ouais, il y a 2-3 semaines, là, quand Maya, Maël ont été malades, moi j'avais 2 infections aux oreilles. Là, c'était un petit down, mais c'est bien fini, c'était rien de grave. On est allé consulter à l'hôpital. Et puis voilà, C'est quoi. sûr, tout n'est toujours pas rose, mais voilà, c'est. On n'a jamais eu de. On n'a pas eu de gros pépins Vous mécaniques. n'avez pas eu pour de casse l'instant, non donc, plus. Non, pas de. Non, on a pas eu de... un petit peu de ouais. On a eu 3 crevaisons. Mais bon, c'est le jeu aussi. Sur Ça, 3 il mois, faut c'est dire, rien. ça c'est inévitable. C'est normal. Vraiment. Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, c'est cool, vous êtes en vacances toute l'année là. Bah ouais, c'est cool, on est en vacances toute l'année, ouais. Si, si. Venez tester nos vacances. C'est pour ça que je pose la question. Euh, Et pourquoi du coup tu dis ça sur ce ton-là du coup? C'est Non, quoi les. non, Non, parce que c'est notre choix, on est très contents. Et c'est voilà. bien sûr, c'est Bien pour sûr. rigoler. Il est clair que les choix qu'on a fait ici sont pas faits pour tout, enfin sont pas faits pour tout le monde. Et il y a des gens qui s'y retrouveraient pas. On est dans une situation parfois inconfortable dans le sens où voilà, t'as transpiré toute la journée, t'as eu chaud et tout, bah tu peux pas prendre forcément une douche. Tu vas te coucher dans ta tente et puis il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien. Donc tu transpires encore et voilà, t'es pas forcément. C'est pas des vacances reposantes, c'est pas vrai. Ben, on a Mais, moins de confort. mais c'est une découverte. On a moins de confort, on mord sur sa chic, on va plus au profond. En Belgique, il existe aussi l'expression mordre sur sa chic, qui veut dire tenir bon, ne pas perdre courage. Allez gamin, plus que 2 longueurs et c'est fini, hein. Faut mordre encore un peu sur ta chic. De tout ce qu'on peut donner parfois physiquement ou dans le confort ou dans On recherche aussi ça, c'est d'aller au plus loin, voir jusqu'où tu es capable. et se contenter aussi de beaucoup moins, que ce soit Il y a beaucoup moins de ouais. confort, beaucoup moins de nourriture, quelque chose de beaucoup plus simple parfois, même et moins en nourriture, moins en eau, moins tout plus simple et revenir vraiment à des choses plus basiques. Ces dernières années, on entend beaucoup parler de minimalisme et tout ça. Et bah là, c'est un petit peu ça. On a pas beaucoup de choses. Alors quand on regarde les vélos, on se dit waouh, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, quand tu prends, voilà, là on est pour plusieurs mois de voyage et au niveau vêtements, notre sac il fait vraiment juste ça. Alors c'est sûr, quand on va rentrer, on sera content de pouvoir enlever ses t-shirts et puis mettre un t-shirt un peu plus propre. Mais c'est aussi ça, de se rendre compte qu'en fait, On peut les vivre armoires avec. pleines avec 10 shirts et 15 t-shirts, bah, on n'a peut-être pas besoin d'autant. C'est pas pour ça qu'il faut tout jeter, hein, mais voilà que bah, en fait, la consommation d'eau, bah, Ouais. c'est important d'avoir conscience de quelle consommation d'eau tu as. Parce qu'en fait on est limité quand on était en van, enfin en tente de toit ou en vélo, là on est très limité. Alors ici on a besoin de beaucoup d'eau pour s'hydrater parce qu'il fait très chaud, mais prendre conscience un peu de tes besoins qui sont ceux qui sont essentiels puis ceux qui sont un peu superficiels, quoi. Une dernière petite question, si vous deviez donner un conseil à une personne ou une famille qui voudrait faire de même, quel serait-il? Ben, en fait, le plus dur, c'est toujours pareil, il faut franchir le pas. Quand tu décides de changer, que ce soit temporaire comme nous ou comme vous sur le long terme, ce qui est difficile, c'est franchir le pas, se dire ok, ben, je vais essayer. Et puis ben, évidemment, il faut peser un peu le pour et le contre, les risques que tu prends, mais il faut toujours avoir bien conscience que tu peux toujours faire machine arrière. Et ça, souvent, les gens ils se bloquent parce qu'ils se disent ouais, mais si ceci, si cela, ouais, alors faut déjà pas se poser 1000 questions. Et puis, bah, si tu décides pour financer ton voyage de vendre ta maison, et après tu dis, bah en fait, voilà, j'en ai marre de voyager et j'ai envie de rentrer, bah
tu peux racheter une maison. Enfin, tu l'as fait une première fois, tu peux racheter une. Voilà, et puis tu peux toujours retrouver, et puis parfois tu vas être... Nous, ce qu'on voit hein, dans la vie en général, c'est que tu vas avoir un moment de galère, mais on est toujours rassuré parce qu'on se dit, ouais, mais on sait que là, on galère, mais après, on va avoir un truc positif derrière, et jusqu'à présent, c'est toujours ce qu'on a eu. Oui, et puis par rapport au vélo, bah, nous, on avait d'abord testé 4 jours en Hollande avec des copains, puis après, on avait fait une semaine le canal de Nantes à Brest pour un peu tester. On n'est pas obligé directement de partir comme ça des mois et des mois. Oui. Juste, et puis parfois, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous envoient des messages aussi pour dire, bah, tiens, le matériel et tout. On peut aussi commencer simplement. La première fois, nous, on n'avait pas pris matériel de cuisine ni rien. On avait juste nos vélos, nos vêtements, et on s'arrêtait en Airbnb, en camping. Petit à petit, quoi, on peut faire pour voir si ça peut nous plaire. Voilà, on peut aller étape par étape, voilà, pas obligé de sauter dans le grand bain. Ça, et souvent on nous demande, tiens, mais est-ce que vous êtes c'est des gens qui font ça, et nous on s'est fait la réflexion sur d'autres gens avant qu'on regardait un petit peu. Est-ce que tu as besoin d'être un cycliste aguerri pour le faire? La réponse est non. On n'est pas des passionnés de vélo du tout. Enfin, pas du tout, non. On n'est pas passionnés de vélo, quoi. Vous aimez le vélo, mais... On va au boulot à vélo, on aime bien faire du vélo, mais on n'est pas à faire 50 ventes tous les dimanches en groupe de cyclistes vitesse, quoi. Non, parce que de toute façon, c'est pas le même effort. Et puis, en fait, voilà, je pense que tu peux même être un peu en surpoids et pas très sportif et te lancer dans un défi comme ça, un projet comme ça, et puis que ça le fasse à partir du moment où ça colle avec tes envies, tes valeurs. Et puis comme dit Céline, c'est à toi de choisir ton niveau de confort. Tu vois, des fois, là, ces derniers temps, et c'était un peu dur, on se disait, ben, en fait, peut-être qu'il faut qu'on s'offre plus de confort. Peut-être quand on a la possibilité, ce qui n'est pas toujours le cas, mais peut-être se prendre un hôtel pour avoir une piscine, pour que ce soit plus relax, plus cool, et puis qu'après une journée de vélo, on puisse prendre une bonne douche et être dans un endroit un peu frais. Voilà, s'offrir des petites... c'est s'écouter. Petits cadeaux. Oui, exactement, toujours. Mais le plus dur, je pense, c'est franchir le pas, se lancer. Voilà, nous, on n'a pas tout vendu, on n'a pas lâché notre boulot et tout ça. Donc, on est dans une position assez confortable parce qu'en fait, on ne fuit pas notre vie en Belgique parce qu'on aime notre situation professionnelle et pour l'instant. C'est juste qu'on fouille un peu le rythme effréné des... C'est ça qu'on fuit. Voilà. En tout cas, bouton pause. On avait besoin de faire une pause. On a eu besoin de faire cette pause il y a 6 ans. Là, on fait une pause qui est plus longue là-dessus. Est-ce qu'on arrivera à retourner dans ce rythme? Du coup, si jamais il y a des gens qui veulent voir un petit peu ce que vous faites, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver, sachant que vous partagez, voilà, c'est comme ça, c'est pas pour en faire non plus votre métier, mais... Bah nous, notre petit nom de voyageur, c'est les 12 gambettes. Voilà, parce qu'on est 6. 12 gambettes. On est sur Facebook et sur Instagram. C'est la même chose qui est publiée. L'idée, c'est que c'est un compte qui risque d'être éphémère, dans le sens où c'est un compte où on partage notre voyage. Donc, quand notre voyage sera fini, bah, il n'y aura plus lieu d'être. Mais voilà, où on partage un peu notre quotidien. ce qu'on vit, un petit peu l'aventure. Pour voir... Vous avez envie de partager, voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Surtout, merci à vous de nous avoir accueillis d'abord pour la limonade et puis de nous avoir proposé de rester parce que l'endroit il est juste merveilleux. Ça a fait du bien de cette petite bulle de nature. Et puis alors, autant nous que les enfants, j'étais hyper contente de pouvoir échanger, discuter. Les enfants, ben voilà, là il y a beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs, des enfants des mêmes âges. Ouais, c'est réciproque. Ouais, ça fait on a passé un plaisir. C'était vraiment, jusqu'à là, on s'est vraiment régalé. Les enfants sont tous en partie pour une expédition jeu de piste. Je les entends. Ils sont fous de joie. C'est vraiment trop cool. Bravo! Éléanore, trop bien! Les oiseaux, c'est un peu effacé. Le saut à l'élastique.
Au revoir, papa. Salut. Moi aussi, je m'en vais. Ah, c'est plus dur qu'avec ton vélo, hein? Oui. C'est chargé, hein? Allez, repasse le vélo. Merci pour le petit tour. Ton casque? Ah oui. Bon, au revoir les amis, à bientôt. Bye bye. Quand vous voulez. Bisous, bisous. C'est super dur.